Bonjour, Marie Tifo. Pierre Curzi, On vous invite à venir voir une vingtaine de nos films. sur l'initiative Culture d'ici chez Vidéotron. Bon cinéma. Il y avait eu mai 68 en France, puis là, on se retrouve à l'automne 68. À ce moment-là, l'École nationale de théâtre, elle était très, très franco-française, extrêmement sous domination de la culture française directement importée de Paris. Et c'est l'époque où on commençait, nous, à vouloir à avoir des auteurs, à avoir des metteurs en scène. Là, je parle de ma classe parce que c'était une classe qui avait à peu près le même parcours. Tu vois, Claude Laroche, Paul Baillargeon, Jean-Denis Leduc, Gilbert Sicotte. On était tous des gens, je dirais, du peuple. Puis par l'éducation, tout d'un coup, on avait fait des études, puis on se retrouvait à l'École nationale, puis on avait une sensibilité où on découvrait notre culture, notre histoire, puis on revendiquait une sorte de libération des carcans, à la fois le carcan de la culture française et puis le carcan de la domination anglaise. Essentiellement, ce qu'on voulait, c'est commencer à jouer des auteurs d'ici et à travailler avec des gens qui faisaient le métier. Et donc, moi, j'ai fait comme une première année à Québec et puis je suis partie pour Montréal. Et j'ai été aussi pris dans la même tourmente que Pierre parce que c'est à peu près dans les mêmes années. Toi, tu terminais, mais moi, je commençais. La difficulté de proposer des auteurs québécois, ça commençait de toute façon. Je suis retournée à Québec, finir ma troisième année, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas les Hébert qui arrivaient au Trident, qui recherchaient des jeunes, des acteurs. J'ai continué à travailler au Trident pendant un bon 10 ans, à jouer, je dirais, 5 à 6, 7 pièces par année, parce que c'était la seule façon de gagner sa vie. Puis à un moment donné, le cinéma est arrivé dans ma vie, mais on m'a appelé pour me faire passer une audition pour Les Bons Débarras. Et ben, ça a changé ma vie. Et là, je ne pouvais plus rester à Québec. Que je pars avec Germain Aude, on part tous les deux, on s'en va rencontrer Francis. Mais surtout, il nous donne tout de suite le scénario. On a cette chose-là entre les mains et c'est extraordinaire. La matière première était tellement formidable et je pense que ça a dû être comme ça pour tous les créateurs de ce film-là, qui ont travaillé sur ce film-là, tant Brault, Francis Mankiewicz, c'est sûr, mais tout le monde, qui que ce soit, est tombé en amour avec le texte de Régent Ducharme. Et après ça, tu avais juste une envie, c'est d'être ce personnage-là. Et là, ça a monté jusqu'à ce qu'on tourne au mois de septembre. On avait quand même la sensation de travailler sur quelque chose de grand à cause du texte, tout le temps. C'était comme une passion commune. Et puis c'est ça que je retrouve dans le film, c'est que tout le monde est à sa place. Puis c'est sûr que vous dites, ah, je suis entrée par la grande porte, mais c'est un grand rôle. Notre ami Marcel Sabourin m'avait dit, toi, ma petite fille, tu commences en haut, c'est un gros rôle à défendre. Peut-être que dans ta vie, tu n'en retrouveras jamais d'autres. Ça m'avait un peu frappé. Ah, sacré Marcel. Sacré Marcel. Puis toi, qu'est-ce que t'as fait, toi, de tout ce que je t'ai dit au téléphone? Tu t'en rappelles même pas, je gage. Réponds! Je sais ce que tu veux, c'est une paire de claques. Mais tu l'auras pas, même si c'est ta fête. Ça se peut-tu? Qu'est-ce que t'as? Parle, dis-moi ce que je t'ai fait. Pourquoi tu m'en veux, petite sans cœur? Parce que tu m'as pas assez fait de peine au téléphone? Parce que j'avais l'air de pas avoir assez souffert quand t'es revenu de l'école? Dis-le donc, qu'est-ce que t'as? Rien. Tu vas me le sortir, tu vas me le dire. Ce que t'as, tu vas me le sortir ou bien je vais te le sortir de force. Qu'est-ce que t'as? Bizarrement, au début, je me souviens que je passais pas l'écran. C'est-à-dire que je tournais dans un film, puis quand je regardais le film, soit que j'étais plus là ou plus beaucoup là. Puis j'ai compris à un moment donné qu'il fallait que je décide que la caméra allait être impudique, puis qu'elle allait venir chercher quelque chose en moi, puis qu'il fallait que je dise oui à ça. Les premiers grands rôles, ça a été Les Fleurs sauvages, un très beau film, un rythme lent, mais un beau film de Jean-Pierre Lefebvre, tourné près de chez lui, avec des gens qui habitaient autour. C'était un film très touchant. J'essaie de placer certaines images avec certains mots, puis certains mots avec certaines images. OK? C'est du travail, ça?
Non, c'est du plaisir. Mais ça prend beaucoup de travail pour avoir ce plaisir-là. OK, choque-toi pas. Puis ensuite, en fait, le film qui m'a ouvert beaucoup de portes, ça a été les Ploufs. Dans ce cas-là, il n'y a pas de maudite maladie qui va nous arrêter. Tu vas guérir. Parce que nous autres, les Ploufs, on réussit des choses impossibles, extraordinaires. 84 aux anneaux, ça s'était jamais vu. Puis ça se verra pas pendant des générations. Guillaume, un petit gars de la Basseville, va aller jouer pour les Reds à Cincinnati. Il parle même pas anglais. Mon père, qui est paralysé comme ça, il va pédaler dans 10 mois. Comprends-tu? C'est décidé. Tu vas guérir. Puis c'est beaucoup grâce à Gilles Carle que j'ai compris et aimé le cinéma. Parce que j'ai passé énormément de temps sur ce plateau-là. Et à sa manière, Gilles Carle, c'était un extraordinaire professeur de cinéma. Il parlait peu, mais il nous expliquait notre personnage avec quelques phrases, toujours les mêmes. Il nous disait « Ah, ton personnage, il fait ça » ou « Il est à telle place, il est comme ça ». Puis il nous laissait comprendre comment ça se faisait. Tu sais, c'était quoi les plans, c'était quoi un plan de coupe, qu'est-ce qu'il fallait, dans quel état il fallait qu'un plateau soit pour qu'un plan soit bon. Après ça, on a tourné son premier film, Les Yeux rouges. Et il nous a toujours embarqués dans des histoires parce que Yves, c'était le spécialiste des films de genre. Là, on tournait un thriller. À chaque fois, c'était des aventures. On entrait dans le cinéma. Et ça, pour des acteurs, c'est assez extraordinaire. Tu sais, il prenait des risques, il prenait des lentilles, il tournait avec lui, il était extrêmement exigeant. Des fois, les caméras étaient juste là, puis là, il fallait qu'on tourne d'un 1/8 de pouce. Il fallait beaucoup penser à la technique, mais en même temps, on avait nos personnages. Donc, on voulait y arriver. Hein, tu te souviens? C'était un combat entre la technique et l'émotion. Et là, on essayait de mettre ça ensemble et ça faisait des flamèches. C'était extraordinaire. Il y avait un côté, je te dirais, amical, familial, protégé dans le cinéma. Puis à un moment donné, ça a grossi, puis c'est devenu plus industriel. Les rapports ont changé. Les rapports entre les réalisateurs, les scénaristes, les acteurs, les actrices. Au début, c'était plus... on était plus proches. Après ça, ça s'est formalisé. Puis avec l'équipe aussi. Oui, avec l'équipe. Tous les gens qui faisaient du cinéma à cette époque-là, c'était des gens qui avaient un désir de cinéma. Puis quand tu jouais ta scène, qu'ils étaient tous là, ils n'étaient pas en train de regarder leur téléphone. Ils étaient pour toi. C'était à eux autres, pour eux autres que tu jouais, pour l'équipe d'abord. Et ça, c'est dommage, mais ça s'est perdu un peu. Parce que tout le monde apprenait en même temps, finalement, le cinéma. Ouais. On a tous appris ce métier-là en le faisant ensemble. Sans nostalgie niaiseuse, c'était vraiment une belle époque pour ça, parce qu'il y avait collectivement l'acquisition d'un art. Ah ben, c'est vrai que je vous ai assez dérangé. Non, pas question, je vous amène à l'hôpital. C'est moi qui vais conduire. Ah bon? Moi aussi, j'ai la tête dure. Je pense que je vais prendre un peu de place avant de partir. Ah oui, c'est un film majeur pour nous deux. C'est le début de notre vie, notre histoire d'amour. C'est vraiment là que ça s'est passé. C'est vraiment là, ça s'est passé devant la caméra. Puis c'est pas à ce moment-là, parce que ce moment-là, là, on l'est vraiment en amour. Mais ça, c'est un petit moment un peu avant, où est-ce qu'il fait une crise énorme, puis que moi, je l'arrête et que je le regarde. Et là, c'est un coup de foudre. C'est le vrai coup de foudre dont on parle. Tout le monde l'a senti sur le plateau. Et au lieu de se diriger vers la caméra, vers la fin de notre scène, Pierre et moi, on s'est dirigé vers le fond de la salle, comme pour se protéger de ça, parce que c'était arrivé tellement puissamment que ça nous avait
arrêté. C'est ça. À partir de là, ça ne s'est plus arrêté, quoi. Ça fonde une vie, ça change une vie. Ça change. Ça a changé nos vies radicalement, et à Marie et à moi. Ouais. Et puis, c'est un beau film. C'est un film qui avait un contenu politique fort, quand même. Il y avait un contenu qui était de même nature que les films de Ken Loach, que les films de ceux qui ont été et qui sont des cinéastes engagés et qui partaient d'un milieu populaire aussi, qui parlaient de cette réalité-là. Et moi, ça rejoignait en tout cas une partie de moi. Je suis venu aussi pour vous demander si, après avoir bien réfléchi, bien entendu, car nous ne sommes plus des enfants, si vous n'accepteriez pas de devenir ma femme. Le plus tôt possible, ce serait le mieux pour moi. Excusez-moi, Marie-Ange. Je voulais pas... François Paradis est mort. La fameuse scène que justement tu parlais que Gilles Carle retardait toujours les plateaux. Et ça, c'est une scène vraiment majeure. Il faut savoir que François Paradis est mort. Et là, à chaque fois que j'arrivais, ma scène était en fin de journée, mais elle ne tournait jamais. Parce qu'il la reportait tout le temps, hein, Pierre? Il la reportait tout le temps, tout le temps. Ah, c'est un beau film. Pour moi, c'est un film important aussi. Parce que à l'occasion de ce film-là, j'ai découvert que j'avais encore toute une partie d'italianité, parce que mon père est né en Italie. D'abord, ma mère était québécoise. On a vécu à la québécoise, donc on était très bien. Moi, j'étais très bien intégré. Je te dirais que j'étais le plus jeune de la famille. Les autres ont peut-être eu plus d'adaptation à faire. Mais ce film-là, il y a un mélange de documentaire et de fiction. Ça a comme réveillé en moi tout le questionnement de qu'est-ce qui nous reste de l'origine de nos parents. Puis je tournais avec Alfredo, mon père. Comment ça se fait qu'on parle pas italien? Je sais pas, perché non parli italiano te? Non lo so. Dica va bene, ma io, sai, il lavoro che facevo me, non ero mai a casa, io non potevo parlare italiano. C'est ça la vraie affaire. La mamma è francese, allora parlava sempre francese. Oui, c'est le problème de la... Ça, le problème. Dans le fond, c'est... J'étais à la maison, moi, je travaillais tout le temps, les soirs, les dimanches, le samedi, le dimanche. Noël, la Pâques, je travaillais tout le temps. Moi, je voulais faire ce film-là absolument. Et on avait retardé le tournage. Et tout d'un coup, on est l'été, moi je suis à la campagne, à Saint-Alexis-des-Monts, je reçois un téléphone de Denis Arcand qui me dit « Pierre, écoute, on va devoir passer une audition. » J'ai dit « Comment passer une audition? » Ça faisait 2 fois que je refusais d'autres projets pour me garder libre pour celui-là. Le personnage s'appelait Pierre, il avait été écrit pour nous. Ça a été, je pense, parmi les premiers films où il y a eu des auditions qui ont déterminé qui allait jouer quoi. Et il y a des gens pour qui les rôles avaient été écrits, qui vont le perdre, qui ne réussiront pas cette audition-là. Alors, Denis me dit, bien là, il faut prendre ça au sérieux. Il faut que tu travailles, il faut que tu réussisses. Puis moi, je maugréais, je n'étais pas très content. Puis après ça, je me suis dit, bien, profitons-en. Ça va être une bonne façon de commencer à comprendre ce personnage-là. Et évidemment, je ne l'ai jamais regretté. Et Rémi et moi, on a compris ça. D'ailleurs, on s'en parle. On a compris que quand on jouait les personnages, moi de Pierre, lui de Rémi, on jouait une partie de Denis Arcand. On est comme... C'est double. Le pire, Rémi, le pire, c'est les conversations. Ah, moi aussi, j'aime beaucoup les films de Woody Allen. Avez-vous lu Shogun? Oh, j'adore Baryshnikov. Mais maintenant, c'est Patrick Dupont. Et puis acide, quel drame. Centrale nucléaire, quelle horreur! Le chômage chez les jeunes, quelle angoisse. Qu'est-ce que tu penses du nouveau désordre amoureux? Sylvie, Nathalie, Julie, Sophie. Non, mais tu sais, il faut vraiment avoir envie de se mettre. L'aventure de Kalamazoo. Moi, d'abord, j'ai été courtisée par André pendant des semaines, puis son scénario, hein, on peut le dire que c'était un des plus beaux scénarios que j'ai jamais lu. C'était extraordinaire. Alors, j'avais tellement hâte d'entrer dans cet univers-là.
Et ça a été difficile, c'était difficile. Il y avait un univers de mâle et j'avais de la difficulté à pénétrer là-dedans. Et puis les conditions étaient tout le temps tellement dures, 2 heures de maquillage le matin. Et moi, je me suis retrouvée encore une fois paralysée. Ça m'immobilisait. Quand elle était collée, il fallait que je reste très, très longtemps avec la queue de sirène. Moi, j'étais une enfant handicapée pendant l'âge de 2 ans jusqu'à 6 ans. J'étais dans le plâtre jusqu'au cou. Alors, ça a été psychologiquement très, très, très dur. Il fallait que je sois transportée. Il y avait un côté déesse là-dedans quand même, par exemple. Il fallait que je sois transportée en... J'étais un fantasme ambulant. Il reste que son univers est là, présent. Puis je suis contente d'avoir participé à ça. Avez-vous déjà aimé une vraie femme? Avez-vous déjà eu une blonde? Une femme qui vous aimait, puis que vous aimiez pour vrai? Oui. Vous? Toi? Voyons donc, là, dans le ventre Dans du le dragon, ventre du avec des dragon. bouts de chandelle, c'est incroyable. C'est retrouver encore Yves dans ses aventures. C'est mon ami Monique Mercure, c'est André Lachapelle, c'est les gars. Et moi, je me souviens que j'étais allée les voir faire une scène incroyable. Et là, je regarde ça et je suis sidérée. Eux autres, ils sont dans autre chose. Ils sont dans une sorte de démonstration, dans un comique, dans de l'improvisation. On dit que les jeunes sont pessimistes. Think positif, le jeune, think positif. Hey, arrêtez, c'est moi qui ai rendu déprimé. Et là, je dis à Monique, oh, va falloir que nous aussi, on accote les gars. Va falloir qu'on sorte de l'espèce de naturalisme, puis qu'on aille à autre chose ailleurs. Et ça a été notre plaisir aussi de se projeter dans ces personnages, moi de savant fou, puis elle de mon assistante un peu louche. J'ai cherché son dossier, mais... Je l'ai vu dans ses yeux, je l'ai vu. Elle vous laisse venger. Elle est parfaitement lucide, parfaitement lucide. J'en doute. Sa réaction me prouve en tout cas que... Oui. Peut-être qu'on regarde dans la mauvaise direction. Peut-être que je me trompe. Je vous rappelle que nous produisons un excellent remède contre l'habitude du tabac. Ça me détend, ça me détend. C'est vous le dites. Très beau film avec Gilbert puis Marc Messier. Un univers poétique. Je pense que personne n'a vu ce film-là et c'était vraiment un beau film. C'était vraiment du cinéma d'auteur avec très peu d'acteurs, une atmosphère et tout. Tu n'as pas trouvé d'écho chez les gens. T'as passé une bonne journée? Excellent. Non, pas là. Ici. Je me demandais, Robert, toi qui connais beaucoup d'avocats... J'ai cassé quelque chose. Un verre. Est-ce que tu connais la différence entre la prémonition et la préméditation? C'est pour un roman? Oui, celui-là. Je pense à Augustine, par exemple, la Passion Augustine. C'est un film grand public. Puis, en plus, avec juste des femmes. Ça, c'est étonnant. Alors ça en était un. C'était comme un peu une surprise, dans le fond. Ma générale, Augustine, quelle belle surprise. Le sens de la communauté, la soumission. Comment appliquez-vous tout ça? On travaille sensiblement de la même manière, Marie et moi. D'abord, on se prépare beaucoup. Et on ne se prépare pas ensemble quand on joue ensemble. On fait notre démarche personnelle. Ouais. Puis, ce qu'il y a de formidable quand on se retrouve devant une caméra ou sur scène, on se surprend. Puis nous, on aime jouer. Hein? On aime ça jouer, on aime ça s'échanger. En tant que bon joueur de tennis, on s'échange la balle facilement. Mais, ceci dit, à un moment donné, on a arrêté de... On s'est dit, là, ça suffit. Là. On ne peut pas être le couple tout le temps à l'écran. Il y a des offres où on nous demandait de jouer ensemble, puis on a dit non, là, trouver, on va jouer avec d'autres partenaires. Parce que c'était devenu un peu facile
Tu engages le couple, puis le couple va faire le couple, là. Je prends ça au sérieux, la politique. Une bonne partie de ma vie a été préoccupée par la politique, mais j'ai toujours considéré qu'être député, c'était comme un rôle social. C'est comme un rôle dans la vraie vie. Et bizarrement, quand j'étais là, je n'ai pas ressenti le manque de la fiction. Pour moi, la fiction, ça a toujours été quelque chose qui contribue à la vie sociale collective. C'est comme si, en devenant député, puis en étant en politique, j'écrivais mon rôle, puis je le jouais quotidiennement. L'évolution du cinéma québécois de l'intérieur. Au départ, on était toujours une fille, puis il y avait tout plein de gars. On racontait les histoires des gars. Et on l'a raconté pendant longtemps. C'était principalement ça, au départ, le cinéma québécois. Et petit à petit, là, je vois le changement là. Le fait que ça a toujours été des histoires de gars, nos rôles à nous, les femmes, étaient accessoires. Moi, personnellement, j'ai eu des grands rôles, des grands personnages. Mais au niveau du cinéma, si vous me parlez du cinéma et de l'état du cinéma, pendant 50 ans, j'ai eu cette impression-là que j'étais dans une histoire de gars. Et que là, ça s'ouvre et qu'on parle de plus en plus des femmes. Là où, à mon sens, on n'a pas gagné, c'est-à-dire on n'a pas réussi à imposer notre cinéma comme étant le cinéma national qui occupe et les écrans et le public aussi largement qu'il devrait le faire, sauf des exceptions, des succès. On a été et on est encore dominé par la puissance du cinéma américain qui, effectivement, est un formidable cinéma. Et c'est un peu en ce sens-là que notre cinéma est le reflet aussi d'une certaine vie politique. Il y a une sorte d'indépendance cinématographique qu'on n'a pas imposée, comme on ne s'est pas donné une indépendance politique. En ces temps de pandémie, le cinéma, ce que je souhaite, c'est une salle avec plein de monde. On est dans le noir, puis tout à coup, il y a la lumière qui apparaît, puis qu'il y a des images, il y a des personnages, il y a des sons, puis que ça nous remplit. Moi, c'est ça qui me manque en ce moment, puis j'espère le retrouver le plus vite possible, parce que le cinéma, c'est ça, c'est se faire raconter une histoire. Et tout à coup, quand la lumière arrive, qu'on sort de la salle, bien qu'on est rempli de cette histoire-là. C'est ça qui me manque, la chaleur d'une salle de cinéma.